Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis Anne-Marie Jourjean, responsable de programme à la FERDI, à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, et je vais tenir le rôle de modérateur pour ce webinaire qui est la première réunion débat de la plateforme d'échange et de coordination interministérielle française sur la mobilisation des ressources internes publiques. L'objectif de la plateforme, je vais vous rappeler un peu, contextualiser cet événement. L'objectif de la plateforme, c'est l'information, la coordination et la communication des actions des opérateurs français pour la mise en application du programme d'investissement stratégique pour le développement. Alors, le plan d'investissement stratégique, est chargé de mettre en application les orientations d'un document de stratégie qui correspond à la stratégie française pour la mobilisation des recettes intérieures publiques. Les deux documents, à la fois la stratégie et le plan d'investissement, sont finalisés et devraient très rapidement être officiellement publiés. Le sujet de ce webinaire porte donc sur la politique de mobilisation des ressources intérieures suite à la crise sanitaire du Covid dans les pays en développement. Quelques mots donc sur le déroulement de ce webinaire. Il y aura d'abord une introduction. Cette introduction permettra de faire un peu la synthèse des publications faites sur le sujet au niveau général. Puis après, on passera aux panélistes qui interviendront sur des applications dans des pays, puisqu'on a affaire à un panel d'experts. La dernière partie du webinaire sera consacrée à des questions-réponses. Et la durée du webinaire est prévue ça durera à peu près 1h30. Alors, en ce qui concerne les experts qui sont présents, on a 3 experts expatriés français, 2 experts nationaux, et les pays qui sont concernés sont le Burkina Faso, le Niger et la Guinée. On espère avoir le Burkina Faso parce que l'expert local du Burkina Faso semble avoir eu quelques difficultés de connexion, mais on espère qu'elle nous rejoindra. Les experts, l'expert du Burkina Faso est Madame Céline Yonoba Koulibaly, conseiller technique auprès du ministre chargé des Finances du Burkina Faso. Nous avons, concernant le Niger, nous aurons une intervention du directeur de la réglementation et des relations internationales de la douane du Niger, Monsieur Mahamad El Hadji Ousmane, puis de Thomas Quentins, qui est expert technique international de la douane française en poste à Niamey. Ensuite, concernant la République de Guinée, Laurent Sabatier interviendra en premier. Il est expert en conduite du changement en appui au chef de la mission à la mobilisation des ressources intérieures rattachées à la primature de la République de Guinée. Et enfin, Henri Nicolic terminera la session. Henri Nicolic est expert résident fiscaliste auprès de l'administration fiscale de la République de Guinée. Donc voilà pour le programme. Pour ne pas perdre de temps, je vais dès maintenant passer la parole à Émilie Caldera du CERDI qui va faire présenter cette note introductive qui fait la synthèse de tout ce qu'on a pu trouver en matière de publication, enfin qui va un peu planter le décor de ce débat sur la politique fiscale suite à la crise sanitaire. Émilie. Oui, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup Anne-Marie. Donc, je suis ravie de lancer ce séminaire dans le cadre de la plateforme MRIP avec une présentation succincte de cette note introductive qui a pour objet, d'une part, effectivement, de lancer et de cadrer le débat autour de la politique de mobilisation des ressources intérieures en situation de crise et de dresser, comme l'a dit Anne-Marie, un état des lieux sur ce qui est dit dans la littérature concernant les mesures fiscales à adopter dans les pays en développement dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons tous. Donc peut-être un petit mot sur ce contexte que vous connaissez. Les mesures d'endiguement qui ont été mises en œuvre pour limiter la propagation du Covid ont naturellement perturbé très fortement la
et réduit la demande, de sorte que ça devrait contribuer à un effondrement de la croissance économique mondiale qui est aggravé dans les pays en développement, au moins pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle est associée aussi à une baisse des cours des produits, notamment des produits pétroliers. Et la deuxième, c'est qu'on risque d'avoir un resserrement des conditions financières, puisque les bailleurs sont également très durement touchés par cette crise. Et donc, l'aide publique au développement risque de se réorienter à court terme vers de l'aide humanitaire d'urgence. Et sans doute, à moyen terme, les budgets alloués vont être largement diminués. Donc, la mobilisation des ressources intérieures, qui est déjà un enjeu depuis un certain nombre d'années, est désormais un enjeu encore plus pressant, avec un objectif qui est comment mettre en œuvre des mesures fiscales pour limiter les pertes, pour venir en aide aux agents économiques les plus touchés, favoriser également la reprise, et tout ça dans un contexte de capacité limitée. Donc, on va aborder 3 points successivement. Le premier point, c'est donc quelles recommandations de politique fiscale peut-on faire pour accompagner la... Alors, en matière de politique fiscale, en ce qui concerne la fiscalité indirecte, et en particulier la TVA, l'OCDE affirme que des mesures de soutien à la consommation via des réductions ou des exonérations de TVA sur les produits alimentaires de base, les médicaments, les masques, etc., doivent être mises en place avec, nous avons identifié au moins 2 grandes limites à cela, ou 2 grands défis majeurs. C'est que le premier, c'est que généralement, ces mesures d'exception doivent être basées sur des analyses d'impact, ce qui est rarement le cas dans ces pays. Et une autre difficulté qui est d'ailleurs soulevée par l'ICTD, c'est qu'on est dans un contexte où il y a une part du secteur informel qui est importante, et donc du coup les mesures risquent d'avoir un impact plus limité, et donc il faudrait se tourner vers d'autres instruments tels que des transferts directs, des revenus minimums ou des subventions au logement, etc. De la même manière que pour la TVA, la crise risque de conduire à une baisse des droits de douane sur les produits de première nécessité, avec une différence fondamentale qui est que la suspension des droits de douane ou la réduction des taux doit faire l'objet d'une harmonisation dans le cadre d'une union douanière pour faire en sorte de sauvegarder le tarif extérieur commun. Et aussi, d'une manière plus générale, je pense qu'il est important de souligner que les États doivent dès aujourd'hui travailler sur les conditions de sortie de cette crise pour éviter que des mesures qui seraient prises de manière transitoire ne deviennent permanentes, comme c'est le cas par exemple dans de nombreux pays d'Afrique centrale, où sont encore à l'œuvre aujourd'hui des mesures qui avaient été prises pour lutter contre la vie chère en 2008. Donc voilà, c'est, je pense, quelque chose d'important à souligner. Pour finir avec la fiscalité indirecte, on peut peut-être dire un mot sur les droits d'accise, qui sont un outil qui est relativement peu utilisé dans les pays en développement, alors que la facilité de collecte des droits d'accise en fait un outil qui devrait être davantage utilisé. Il est peu utilisé parce qu'on sait imposer des taxes sur les cigarettes, le tabac a tendance à peser davantage sur les ménages, les catégories de population les plus pauvres. Et donc finalement, peut-être que la crise pourrait être une opportunité pour finalement améliorer l'acceptabilité de cet outil dans un contexte où la nécessité de mobiliser des ressources est importante. Donc voilà pour les quelques mots rapides sur la fiscalité indirecte. En matière de fiscalité directe, je rappelle que c'est vraiment l'état de la littérature, de ce qui est dit dans la littérature. En matière de fiscalité directe, Mansour et Schneider, dans leur note du How-to du département politique fiscale du FMI, préconisent une hausse des taux pour les tranches supérieures de revenus en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques afin de sécuriser des recettes. Et concernant l'impôt sur le bénéfice, alors le FMI fait des recommandations sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et si je résume un peu rapidement, il ne faut pas considérer des exonérations temporaires d'impôt sur les sociétés, des amnisties fiscales généralisées ou une baisse des impôts sur les dividendes et les plus-values. Il faut plutôt essayer de réduire ou supprimer les taxes qui ne sont pas en lien direct avec la rentabilité des entreprises, comme les taxes professionnelles minimum, les taxes simplifiées, les taxes sur le chiffre d'affaires. Donc voilà pour ce qui est des grandes lignes de ce qu'on peut lire dans la littérature sur les mesures fiscales à adopter dans ce contexte de crise. Le deuxième point qu'on voulait aborder, donc, après la politique fiscale, c'est quel rôle pour l'administration fiscale dans la gestion de crise. Donc là, les enjeux sont aussi très importants. Il y a déjà un enjeu global de gouvernance, puisque
les administrations font face à un enjeu technique qui est d'assurer des conditions de travail saines pour les personnels des administrations et puis pour les contribuables également, tout en essayant d'assurer le maintien de la collecte des ressources. Et en même temps, les enjeux habituels de transparence sont décuplés. Pourquoi ils sont décuplés? Parce que les administrations sont naturellement fragilisées par la situation et en même temps, on a un accroissement des régimes d'exception. Et on sait que les administrations sont redevables et doivent assurer la transparence de leurs opérations, en particulier en matière de dépenses fiscales, et sont responsables d'assurer le contrôle de la destination des biens exonérés et le suivi des dépenses fiscales. Donc, à ce sujet, en ce qui concerne la gouvernance, le FMI et l'OCDE recommandent la mise en place d'une équipe de gestion de crise à haut niveau pour mettre en place un plan de continuité des activités et minimiser au mieux les conséquences de la crise. Les administrations ont aussi comme défi de s'adapter à la baisse des capacités d'acquittement des obligations fiscales des entreprises. Les mesures de confinement et distanciation ont naturellement eu un impact important sur les activités économiques. Elles ont engendré une baisse des ventes pour de nombreuses entreprises, voire même parfois une suppression. Et donc, il est nécessaire de prendre en compte cette situation pour assouplir les obligations des contribuables. Et la difficulté pour l'administration, c'est d'être capable de distinguer ceux qui peuvent s'acquitter d'un impôt et ceux qui n'en ont plus la capacité. Il faut notamment avoir en tête que les secteurs n'ont pas la même résilience face à cette crise. Le secteur de l'énergie ou le secteur bancaire sont particulièrement touchés par la crise, tandis que parallèlement, il y a des secteurs qui s'épanouissent pleinement dans ce contexte de distanciation sociale, comme les télécoms. Donc, il y a notamment dans la note de Mansour et Schneider un certain nombre de recommandations pour les entreprises qui sont en difficulté, comme la prolongation des délais de dépôt de paiement et de déclaration, la réduction des acomptes en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés pour anticiper la baisse prévisible des revenus. Je ne vais pas toutes les citer, mais on a un certain nombre de recommandations et parmi lesquelles, sans doute les plus importantes, accélérer les remboursements de crédits de TVA. Voilà. Parallèlement, les administrations doivent donc bien sûr faire en sorte de redoubler d'efforts pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus flagrants, d'activités frauduleuses qui seraient directement liées au Covid-19. Donc peut-être temporairement réduire les contrôles et le recouvrement des arriérés et réorienter les efforts vers la détection d'abus flagrants du fait de ces mesures spécifiques au Covid. Donc voilà pour le deuxième point, les grandes lignes pour l'administration fiscale dans ce contexte du Covid. Et peut-être si j'ai pas encore trop débordé sur le temps, si. Je suis désolée Anne-Marie. Juste un dernier point, on avait envie de finir avec une question plus générale. Comment concilier, et puis qui va un peu plus vers l'avenir, comment concilier les mesures d'urgence et les stratégies de réforme? Parce que certes, en situation de crise, on a une certaine vulnérabilité, on est dans un contexte un peu instable et donc les réformes qui sont mises en œuvre doivent être prises de manière mesurée. Il est important de prendre en compte les conséquences à court terme de la mise en place de ces réformes. Mais pour autant, je pense qu'il est important de dire que cette crise ne doit pas être un prétexte à l'arrêt des réformes en cours et voire même, la crise pourrait même être un révélateur de l'importance de certaines réformes et même une opportunité pour mener à bien des réformes en cours. Et donc, il y a deux idées seulement, si j'ai le temps. La première, c'est une qui nous tient particulièrement à cœur avec Anne-Marie, puisqu'on a écrit récemment un blog sur cette question, c'est que nous pensons que la crise ne doit pas être une occasion de repousser la réforme qui était initiée, dont on a beaucoup parlé, mais qui n'a jamais été jusqu'à la mise en œuvre, qui est celle de la fin de l'exonération de l'aide projet, puisque certes, il va y avoir de l'aide humanitaire d'urgence et cette aide, bien évidemment, se doit d'être exonérée. Mais pour autant, nous pensons que cette situation de fragilisation des administrations doit être un argument supplémentaire pour aller en avant vers cette réforme de la fin des exonérations de l'aide projet. Et un dernier point, c'est le fait que sans doute la crise a révélé l'importance du numérique. On le savait déjà, mais encore plus aujourd'hui, on peut tirer déjà les conséquences de la crise. Et il s'avère que les pays qui avaient davantage progressé dans la numérisation des procédures sont ceux qui s'en sont mieux sortis dans cette crise et que donc la crise doit contribuer au renforcement des administrations via le recours aux nouvelles technologies qui, on le sait, a par ailleurs beaucoup d'impacts positifs, notamment
contre la corruption, aussi en termes de performance plus générale des administrations. Donc voilà, les défis sont nombreux. Limiter les méfaits de la crise tout en préparant la sortie de la crise pour éviter que les mesures transitoires ne deviennent permanentes. Ne pas arrêter pour autant les réformes en cours et voire même être capable de saisir les opportunités qui sont offertes par la crise. Voilà, merci beaucoup. Merci Émilie. Alors je profite de la pause pour saluer Madame Céline Yonoba qui vient de nous rejoindre et pour dire que Madame Yonoba, qui est conseiller technique auprès du ministre chargé des Finances du Burkina Faso, va être la prochaine intervenante et va nous parler de ce qui se passe au Burkina, nous donner son point de vue d'expert sur place, sur le terrain, au Burkina Faso. Madame Yonoba, je vous laisse la parole. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, je suis très heureuse de participer à cette visioconférence. Ah. Allô? Allô? Oui, vous avez le Voilà. micro, Madame Yonoba. D'accord, ok, merci. Je disais, je suis très contente de participer à ces échanges. Voilà, bonjour Anne. Voilà, ça fait plaisir de nous revoir sur ce forum. Voilà. Bien. Effectivement, bon, j'ai écouté, voilà, les intervenants passés. La crise sanitaire, le Covid, c'est vraiment une réalité aussi au Burkina Faso. Voilà, notre contexte national est marqué par le coronavirus. Et depuis mars, j'allais dire vraiment l'activité économique est ralentie. Voilà. Dans l'urgence, ce que le gouvernement a fait, bon, il y a eu des mesures de restriction comme dans tous les pays. Et puis, bon, ces mesures de restriction, bien sûr, ont engendré un ralentissement de l'activité économique. On constate que les recettes baissent. Les recettes fiscales baissent considérablement depuis le mois de février. Depuis le mois de février, quand on fait le point, tous les mois, le mois de janvier, il s'est très bien comporté, voilà, par rapport à la prévision. Mais depuis février, mars, avril, on voit que de mois en mois, vraiment, on s'éloigne de plus en plus de nos objectifs mensuels. Donc, la crise est une réalité. Et puis, bon, vraiment, nos ambitions en matière de mobilisation des ressources sont, quoi qu'on dise, un peu compromises. Il y a une étude qui a été faite par notre direction de l'économie qui projette que vraiment le taux de croissance va chuter. On avait un taux prévisionnel de 6,3% et on va chuter à autour de 2%. Donc, vraiment, ce n'est pas des nouvelles réjouissantes. Et puis, le manque à gagner, notre déficit va encore augmenter. Voilà, on a un déficit prévisionnel de 5%, alors qu'on tournait autour de 3%. Voilà. Et la baisse de recettes fiscales qu'on escompte, en gros, c'est plus de 12%, voilà, de nos recettes fiscales prévisionnelles. Donc, on pourrait dire que nos ambitions en matière de mobilisation des ressources sont compromises. Voilà. Du fait vraiment de la restriction de l'activité. Et puis, bon, bien sûr, au-delà de tout ça, la réponse d'urgence du gouvernement, ça a été encore de prendre des mesures fiscales pour sauver l'économie, pour la survie des entreprises. Voilà. Comme Émilie vient de le dire, comme dans tous les pays, hein, voilà. Les mesures fiscales prises, c'est des mesures d'exonération, de suspension de paiement, de report d'échéance, hein, un peu comme ça. Et ces mêmes mesures fiscales induisent encore, voilà, un manque à gagner en termes de recettes. Voilà. Quand on a fait les calculs, voilà, ce n'est pas un exercice facile. Mais bon, les estimations que nous avons eu à faire, nous perdons un peu moins de 4%, voilà, des recettes fiscales prévisionnelles du fait juste de ces mesures fiscales. Et ce calcul, c'est sur la période seulement de 3 mois, d'avril, mai, juin, parce qu'on considère que c'est cette période qui va être durement impactée. Et nous avons fait ces calculs-là
en se disant qu'on espère que d'ici fin juin, voilà, nous allons sortir du Covid et que l'activité économique va reprendre euh, normalement, si on peut dire ainsi. Voilà. Donc, nous avons un budget vraiment sous tension, voilà, doublement affecté, d'une part par le ralentissement des activités économiques et puis par les pertes de recettes fiscales, voilà, engendrées justement par les mesures du, du gouvernement. Donc, ce que nous sommes en train de faire, voilà, il faut être réaliste, nous sommes en train de réviser nos ambitions, voilà, en termes de mobilisation des recettes à la baisse, voilà, puisque nous escomptons moins de recettes fiscales. Et puis, bon, les dépenses de santé, bien sûr, et puis les dépenses sociales, d'allocation, les mesures de soutien. Tout ça, c'est des dépenses qui vont augmenter. Donc, nous sommes en train de préparer une loi de finances rectificative que nous allons soumettre à. Donc, en conclusion, peut-être, je pourrais dire la mobilisation des recettes intérieures, ça reste notre priorité, toujours, voilà, mais on affiche cette ambition-là quand même avec réalisme. On ne s'écarte pas de la réalité. Voilà. Donc, comment relancer la mobilisation des recettes fiscales dans notre pays? C'est vrai que les hypothèses que nous avons construites, nous sommes restés, il y a une réponse d'urgence sur les 3 mois. Voilà, sur les 3 mois des mesures fiscales qui ont une durée de 3 mois, sur la période du deuxième trimestre pour soutenir les entreprises. Nous savons très bien que l'impact du Covid, c'est très profond sur l'économie. Bon, j'allais dire la réponse ne peut pas être satisfaisante pour des mesures d'une durée de 3 mois. Il faut penser à autre chose. L'impact de la crise économique, nous sommes conscients, ça va s'étaler sur plusieurs années. Voilà. Donc, comment relancer la mobilisation des ressources dans un pays à l'économie fragile? Vous connaissez le Burkina Faso. L'économie déjà subissait déjà plusieurs chocs. Nous avions la question de l'insécurité, voilà, qui était déjà une préoccupation dans notre pays et qui affectait, on dit, qui affectait vraiment les entreprises et puis l'activité économique. Et puis, ben, ce deuxième choc qui arrive encore, la pandémie du coronavirus, dans un pays voilà, où l'économie est fragile, bon, c'est toute une équation, j'allais dire, pour. Mais bon, nous ne restons pas les bras croisés et les solutions voilà, que nous envisageons de mettre en œuvre pour relancer la mobilisation des ressources internes. Déjà, comme l'a dit Émilie, j'étais très contente de l'entendre. On ne va pas, au contraire, on va continuer à mettre en œuvre les réformes que nous avions déjà préparées, voilà, vraiment pour une bonne administration des dépôts. Donc ça, il n'est pas question de les mettre en veilleuse. Nous allons continuer. Ça, on a pris bonne note. Voilà. Nous allons continuer et puis peut-être même accélérer certaines réformes que nous envisageons. Chez nous, par exemple, le foncier reste un peu un potentiel hein, en termes de recettes fiscales, un potentiel qu'on dise qui ne rapporte pas par rapport à son potentiel. Donc, nous avons des projets de réforme et puis de modernisation concernant le foncier. Nous allons accélérer ces réformes. Donc, au-delà des réformes vraiment pour une bonne administration, nous pensons aussi dans notre pays que vraiment la politique fiscale reste une équation. Voilà, il faut une réforme, il faut vraiment s'engager dans une réforme de la politique fiscale et repenser, comme je dirais, la politique fiscale, notre politique fiscale. C'est un sujet que tous nous connaissons. Voilà, notre politique fiscale, c'est vrai qu'on veut relancer l'économie, on veut attirer les investissements. Mais on voit que notre politique fiscale, c'est soutenu surtout par les avantages fiscaux, les régimes dérogatoires, ainsi de suite. Bon, d'année en année, on ne sait pas trop ce qu'on gagne. Voilà, donc vraiment, il faut qu'on repense notre politique fiscale. Déjà, la question de la dépense fiscale, je crois qu'on est avancé sur cette question pour l'évaluation de la dépense fiscale. Mais on pense que peut-être chez nous, le pas qu'on doit faire, c'est évaluer
et apprendre à évaluer l'impact vraiment de la dépense fiscale pour arriver à faire des choix. Voilà, vraiment des choix pertinents qui vont vraiment relancer notre économie et puis la soutenir, la rendre vraiment plus solide, plus stable. Donc, nous devons repenser notre politique fiscale, repenser nos choix en matière de politique fiscale. Donc, peut-être, voilà ce que je pourrais dire sur la politique fiscale. Et puis, pour cette politique fiscale, la réforme de la politique fiscale aussi, je crois que chez nous aussi, il faut qu'on... Parce que la question du civisme fiscal dans notre pays, c'est pas vraiment, il n'y a pas un consensus partagé. Voilà. Nous n'arrivons pas depuis des années à atteindre le taux de pression fiscale communautaire. Hein, on est très loin du taux de repère de 20%. Voilà. C'est vrai que d'année en année, on avance petit à petit. Donc, on est très loin du taux de pression fiscale normal. Mais bon, par ailleurs, je crois que vraiment l'adhésion à l'impôt, il y a un vrai problème chez nous. Quand les uns, les autres, les particuliers, les entreprises, tout le monde crie qu'il y a trop d'impôts, il y a trop d'impôts, il y a trop d'impôts. Je crois que quand même, il y a un problème. Il faut qu'on engage les discussions, dégager vraiment un minimum de consensus sur l'impôt. Donc, on est en train de préparer des assises nationales sur la fiscalité pour s'entendre sur un minimum. Voilà, pour pouvoir voir quel schéma, quelle approche, voilà, quelle option nous allons prendre en matière de politique fiscale. Et ensuite, bon, je pense que vraiment aussi, toujours au titre de la politique fiscale, je crois que notre politique fiscale, il faut qu'on la repense pour mieux l'articuler et la rendre, j'allais dire, plus cohérente avec notre politique économique et puis avec notre politique budgétaire. Voilà. Parce que quand on voit notre politique, on veut mobiliser plus de ressources, mais parallèlement, dans notre politique économique, on utilise l'outil des exonérations et tout pour attirer. Bon, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc, une politique fiscale peut être mieux articulée avec les autres politiques. Et puis, bon, dans ce sens, il faut que peut-être chez nous aussi, on pense à améliorer vraiment les capacités de notre unité de politique fiscale, hein, qui a été créée, qui est en train de s'opérationnaliser, mais bon, qui n'a pas encore peut-être tous les cadres, toutes les capacités qu'il faut. Hein. Donc, voilà ce que j'allais dire. Et le plus important, voilà, je termine par ce qui est le plus important. Je pense qu'une politique fiscale vraiment fiable doit avant tout reposer sur un plan de relance économique. Voilà, un plan de relance économique vraiment ambitieux. Voilà, ambitieux. Et peut-être comme nous sommes dans un espace communautaire au niveau du Burkina Faso, je pense que peut-être ce plan de relance-là peut être même coordonné avec nos unions dans un cadre communautaire. Hein, nous sommes dans l'espace UNOA, l'espace CEDEAO. Donc, je pense que nos organisations régionales vraiment ont un grand rôle, voilà, un rôle important à jouer ici, vraiment pour la relance de l'économie, pour la convergence de nos économies et puis pour l'intégration. Voilà. Donc, nous sommes en train de préparer, nous sommes conscients que les mesures qui ont été prises là, des mesures d'une durée de 3 mois, elles sont insuffisantes. Bien sûr, dans l'urgence, il ne fallait pas laisser les pas passer, donner quand même un signal aux entreprises qu'on les soutient. Mais bon, c'est insuffisant et nous sommes en train de réfléchir, de préparer vraiment un plan de relance économique en discussion, voilà, avec le secteur privé aussi, ils sont en train de préparer. Puis bon, on se retrouvera dans les prochains jours avec le secteur privé pour voir vraiment quelles sont les mesures que nous allons mettre en œuvre pour soutenir véritablement le secteur privé. Donc, voilà ce que moi je pourrais dire. Donc, la mobilisation des ressources intérieures, ça reste d'actualité au Burkina Faso. Nous maintenons toutes les réformes que nous avons initialement préparées.
Voilà, nous allons même accélérer certains. Et puis, comme on dit, vraiment, heureusement que nous sommes lancés avec les TIC depuis certaines années. On va continuer. Mais cette mobilisation des ressources-là, je crois qu'elle va être relancée peut-être. Il faut qu'on se mette un horizon de long terme, quoi. Voilà, ça ne sera pas d'ici là qu'on va retrouver nos performances. Et puis, bien sûr, voilà, la politique fiscale, il faut la repenser, la rendre plus cohérente avec les autres politiques publiques et puis surtout adosser tout cela à vraiment un plan de relance économique assez ambitieux. Voilà. Donc, voilà ce que moi j'avais à communiquer. Voilà. Et puis, bon, je partage les quelques recommandations faites par Émilie. Voilà, je crois qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus et de discuter de certains aspects. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci beaucoup Céline de cette intervention et d'avoir mis cet accent qui correspond à votre situation au sein du ministère des Finances. Vous avez mis en avant le fait qu'il fallait repenser la politique fiscale et aussi le lien qu'il y avait entre la politique fiscale et le plan de relance. Et aussi, vous avez évoqué le cadre régional qui ne doit pas être oublié dans le contexte de la crise. Voilà, voilà. Donc, Exactement. peut-être que maintenant, on va se tourner et parler un peu d'une administration un peu plus spécifique, puisqu'on va laisser la parole au directeur de la réglementation et des relations internationales de la douane du Niger, qui lui va présenter cet aspect de la réaction à la crise sanitaire d'un point de vue d'une administration des douanes. Donc, on est là dans une question, enfin, dans un champ qui est un peu plus spécifique, mais qui est particulièrement intéressant parce qu'on sait que la douane a été en première ligne dans la gestion de cette crise. Monsieur le directeur. Merci Anne-Marie. Bonsoir à tout le monde. Je dois me représenter pour ceux qui n'ont pas eu la chance de m'écouter au début. Moi, c'est Maman El Ousmane, inspecteur principal des douanes. Je suis le directeur de la réglementation et des relations internationales de la douane nigérienne. J'ai le plaisir de partager cet après-midi par ce webinaire avec vous dans le cadre de la politique de mobilisation des ressources intérieures en situation post-crise dans les pays en voie de développement, les cas spécifiques du Niger, notamment de la douane nigérienne, la crise du Covid. Et je dois m'appesantir un peu sur le contexte, les mesures, l'impact, et je suis accompagné de Thomas qui va un peu tirer les leçons. Dans ce cadre, j'allais dire que le Niger, vous savez, à l'image du Burkina, c'est un pays sahélien aussi, qui a eu à prendre un certain nombre de mesures dans le cadre du Covid. Pour premier point, le contexte. Dans le contexte, ce qu'il faut dire, c'est que le Niger a fait face à la pandémie de la COVID-19, qui a eu des conséquences sur les activités économiques et financières du pays. On a enregistré autour de moins de 1000 cas. 1000 cas. Cela a donné une gestion sanitaire précoce, avec un état d'urgence sanitaire qui a été décrété dès le début, à mi-mars, avant les premiers cas de Covid, avec des restrictions importantes, similaires à l'image des autres pays. Parce que la Covid a été un phénomène homogène un peu partout. Donc, c'était les mêmes mesures pratiquement en Afrique de l'Ouest, la fermeture de frontières terrestres, aériennes, et notamment l'isolation de la ville de Niamey, parce que les premiers cas ont été identifiés à Niamey, et l'administration dans sa globalité a été réduite, a été en mode dégradé. Le ministère de la fonction publique a pris un certain nombre de mesures pour que les fonctionnaires publics puissent être alternés et pour pouvoir des mesures de sécurité. Et spécifiquement à la douane, nous avons maintenu tous les bureaux de douane et services ouverts, mais en prenant un certain nombre de mesures, notamment la mise en place de mesures de fouilles et dispositifs, accueil du public, un certain nombre de mesures vraiment contraignantes qui puissent en même temps assurer la sécurité du personnel et des cadres de douane. En matière économique, je disais, la gestion économique a été, vous savez, une structure du PIB qui est pratiquement le Niger, donc dominé
par le secteur agricole, près de 43% en 2018. Les services étaient autour de 35% du PIB et le secteur industriel près de un peu moins de 15%. Et cette crise donc, du Covid, on verra plus tard dans son impact, elle était jumelée avec un impact premier que nous avons. Nous avons eu une crise accentuée avec la fermeture du Nigeria. Vous vous en rappelez, en septembre 2019, le Nigeria, de manière unilatérale, avait pris les mesures pour fermer sa frontière. Et cette crise de la Covid est venue se superposer à cette crise de la fermeture du Nigeria. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Thomas. Je reviendrai sur les impacts potentiels dans le contexte de cette forte dépendance aux échanges. D'abord, la première des choses, c'est que nous avons constaté au cordon douanier une baisse des importations de produits de grande consommation. Le riz, les pâtes alimentaires, les huiles, les sucres et des produits pharmaceutiques en provenance d'Asie et d'Europe. Vous comprendrez que ces produits sont essentiellement des produits pourvoyeurs de recettes au niveau du cordon douanier. Le premier que j'ai cité, et les produits pharmaceutiques, parce que les aéroports ont été fermés, donc en partie d'Europe et d'Asie, et c'est le pays vraiment de provenance de ces produits. On a aussi enregistré une baisse importante des biens d'équipement intermédiaires utilisés dans le cadre de ressources, de le Niger étant un pays pratiquement minier, l'or, le pétrole et l'uranium, et ces importations ont pris un coup, notamment, je le disais tantôt, avec la fermeture et les infrastructures de production de structures publiques et privées, notamment les structures publiques que nous avons, c'est la société d'électricité et la société pétrolière Soraz. Une baisse aussi des exportations par la réduction de la demande en uranium, hydrocarbures et produits agro-pastoraux. Le Niger, vous savez, c'est un des États de l'Afrique de l'Ouest ou de l'UEMOA qui présente un avantage comparatif dans le cadre global des produits agro-pastoraux, et la fermeture des frontières a beaucoup impacté ce commerce. Et par conséquent, une baisse potentielle des recettes alors que les besoins sont plus importants pour soutenir cet acteur. Et le Niger perdait déjà des recettes, je vous disais tantôt, avec la fermeture du Nigeria. Les mesures douanières qui ont été prises de manière spécifique, il y a eu une panoplie de mesures que le gouvernement a prises, mais ce qui nous intéresse dans le cadre de ce deal, c'est les mesures spécifiquement douanières. C'est dans ce cadre que l'administration des douanes a exonéré tous les produits et équipements utilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, en lien avec, vous vous rappelez, la liste que l'OMD avait publiée dans ce cadre. Et une autre mesure très importante qui a permis aux opérateurs d'avoir un délai dans le cadre de la loi, c'était l'extension du délai d'échéance pour les crédits d'enlèvement. Vous savez, les opérateurs ont un crédit d'enlèvement de par la loi d'avoir 15 jours de différer le paiement. Dans le cadre du Covid, la douane a jugé utile de différer pour 90 jours. Cela va permettre aux opérateurs économiques d'avoir un délai de commande et de commercialisation avant de venir payer à la douane tout en souscrivant. Donc, à partir de ces mesures, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme impact? Globalement, pour l'instant, l'impact au niveau douanier de la crise est globalement, on va dire, faible, tant sur les importations et les exportations, notamment quand on regarde l'impact au niveau de la fermeture du Nigeria, l'impact est beaucoup plus, 2 ou 3 fois plus élevé que l'impact engendré par la COVID-19. L'impact sur les produits de base aussi également faible, malgré les inquiétudes sur les importations de céréales. Vous savez que le Niger est un pays sahélien et les importations de produits de première nécessité, notamment les céréales, proviennent du Nigeria. Et on avait vu une baisse aussi dans ce trafic. Mais malgré tout, globalement, on commence à avoir une petite stabilisation au niveau de ce que j'ai appelé un rebond en moins d'un mois avec un retour au commerce des années précédentes, pratiquement une stabilité. Globalement, ici, ce qu'il faut dire, avant de donner la main à Thomas, ce qu'il faut retenir, c'est que la COVID-19 a impacté véritablement un certain nombre de secteurs, mais du point de vue douanier, les mesures qui ont été prises ont permis de faire ressortir que l'impact sur la fermeture du Nigeria a été beaucoup plus ressenti par l'économie nigérienne que la COVID. Bien évidemment,
c'est des études à très court terme. En 3 mois, l'impact n'est pas tellement visible, mais seulement si la COVID perdure et que des mesures importantes ne sont pas prises. Déjà, d'ailleurs, au mois de mai, nous avons commencé à ressentir quelques effets. Peut-être dans le débat, je reviendrai plus approfondi. Mais peut-être Thomas, pour pouvoir un peu donner la main à Thomas, pour vous présenter un peu les leçons qu'on tire de cette expérience de la douane nigérienne. Oui, merci. Merci, monsieur le directeur. Moi, je voulais insister sur 2 points essentiellement pendant le temps de mon intervention. On va être assez rapide. Le premier point, que par rapport à la crise de 2008 à laquelle Émilie faisait référence au départ, c'est vraiment une crise matérielle qu'on a. Et on l'a bien vu dans la douane, comme vous disiez, qui était en première ligne, avec un ralentissement de l'économie réelle, un ralentissement des chaînes logistiques, et puis une fermeture des frontières. Alors c'est vrai que la fermeture des frontières n'a pas affecté. Les frontières n'étaient pas fermées pour les marchandises, elles étaient fermées pour les personnes. Mais je crois que, monsieur le directeur, vous avez rencontré dernièrement des commerçants qui vous ont dit qu'effectivement, vous savez qu'en Afrique, les gens se déplacent, bien entendu, notamment en Asie, pour aller faire leurs achats, pour aller passer leurs commandes, etc., en partie, une partie d'entre eux. Et donc, la fermeture des frontières pour les passagers a posé ce type de problème. Alors, moi, ce que je voulais développer, c'est les deux dimensions qu'a évoquées Émilie dans son introduction. Premièrement, vous avez parlé, c'était un papier de l'ICTD, sur les analyses d'impact. C'est vrai qu'on a du mal à évaluer les impacts et on parle quand même de manière un peu, je ne vais pas dire théorique, mais un petit peu parfois, en faisant des liens comme ça de causalité, ce n'est pas toujours évident. Donc, on s'est concentré un peu sur cet impact parce qu'il y avait une demande de la part… Monsieur le directeur il reviendra dessus probablement à la fin, mais il y avait une cellule de crise, bien entendu, à la douane, mais il y avait une cellule de crise également qui était au niveau du gouvernement, à laquelle la douane participait. Et la douane était donc chargée de fournir des chiffres. Donc, c'est ce qu'on a fait, fournir des espèces d'analyses ou un suivi de la crise. Donc, il y avait une possibilité de suivre la crise. Et c'est un petit peu ça, ça fait partie des leçons, justement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on analyse les impacts et comment est-ce qu'on suit une crise en direct, en quelque sorte. C'est d'autant plus pertinent dans le cadre de cette crise que c'est une crise, comme je disais, matérielle, avec ralentissement de l'économie réelle et ralentissement des flux de marchandises. Voilà. Donc, avec la douane du Niger est informatisée, est très informatisée. Plus de 90% des bureaux, enfin tous les bureaux majeurs et plus de 90% des bureaux sont interconnectés. Donc, on a pu avoir comme ça, chaque fin de semaine, un suivi hebdomadaire à partir des données brutes. Et c'est ça un petit peu sur lequel je voudrais revenir. Voilà. Alors, la difficulté qu'on a effectivement dans ce type d'exercice, c'est comment est-ce qu'on sépare les effets de la crise de ceux des autres phénomènes. Vous avez parlé, monsieur le directeur, de la fermeture avec le Nigeria, qui a des aspects positifs, qui a des aspects négatifs, mais qui a aussi des aspects positifs, notamment par une diminution de la contrebande. En mars 2020, il y a la crise sanitaire, et la crise sanitaire est venue se combiner en termes de temporalité avec le début du Ramadan. Le Ramadan est une période traditionnellement où il y a beaucoup d'importations, où il y a des surplus d'importations. Donc la séparation de ces effets n'est pas simple. Voilà. Donc, quels impacts et que suivre, c'est ça qui nous a intéressés. Donc, bien entendu, on a parlé des recettes fiscales, des montants, des délais de paiement. Ce qui nous intéressait aussi de suivre durant toute cette crise, c'était la structure des échanges. Est-ce que les flux logistiques avaient tendance à se réorienter en fonction des corridors ? Quels bureaux, est-ce qu'il y avait des points frontières qui étaient plus concernés que les autres, sur lesquels il faudrait peut-être faire du redéploiement de personnel? La structure des importateurs, je reviens sur cette question des analyses d'impact. C'est qui aider à traverser la crise et comment, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus visibles ou ceux qui ont le plus peut-être de visibilité politique ou de visibilité sociale vers lesquels il faut diriger des mesures d'appui. Donc ça fait partie des études qu'on a faites, enfin qu'on est en train de faire aussi sur est-ce que cette crise est en train de modifier la structure des importateurs et des exportateurs. On nous avait demandé également de suivre toutes les importations en matière de sécurité alimentaire. Je n'y reviens pas, le directeur l'a dit. Je précise simplement que les nouveautés dans ce cadre-là, c'est que dans le cadre d'une crise, en fait, ces produits, certains de ces produits alimentaires, notamment les céréales auxquels faisait référence monsieur le directeur, eh bien, ce sont des produits qui sont très faiblement taxés, qui rapportent peu de recettes douanières et qui donc traditionnellement sont moins suivis que les autres. Donc, voilà.
Donc ça aussi, ça nous a obligés à rediriger certains indicateurs vers de nouveaux produits. Les exportations de minerais, puisqu'on dit souvent que les pays en voie de développement sont très dépendants de les exportations de ressources naturelles. Donc ça, évidemment, on a suivi. Et puis les importations des équipements de crise. Vous avez précisé qu'il y avait effectivement tous ces biens, tous ces équipements de santé qui étaient exonérés, et donc éventuellement suivre qu'il n'y avait pas de dérive. Voilà. Alors, sur les exportations de minerais, alors je vais être un peu synthétique, je vais aller très très vite. En gros, c'est ce qu'a dit M. le directeur, mais je voudrais juste le détailler un tout petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, l'impact pour l'instant n'est pas très très important. Il n'y a pas de variation notable en avril et en mai pour les exportations de minerais qui sont l'or et l'uranium en général par rapport au mois précédent. Le crédit d'enlèvement, on a parlé du crédit d'enlèvement. Donc, le crédit d'enlèvement, ça vous permet d'enlever vos marchandises et puis vous payez plus tard, en quelque sorte, en ayant une garantie. Là aussi, il n'y a pas de… Bon, le crédit d'enlèvement n'est pas très utilisé en général dans les pays en développement et c'est le cas aussi au Niger. Il a été installé il y a quelques années déjà et il n'y a pas de nouveau crédit. Alors, bon, peut-être qu'il y a des crédits qui vont être ouverts prochainement, des comptes de crédit qui vont être ouverts prochainement, mais en fait, il n'y a pas eu vraiment, les opérateurs soit n'ont pas eu besoin, soit ceux qui en ont eu besoin ne savaient pas que ça existait. En tout cas, ne sont pas dirigés vers ces mesures-là. Je regarde le temps. Les délais de paiement, c'est-à-dire qu'on est toujours aussi un petit peu inquiet sur le fait que les gens font des déclarations et puis les marchandises sont stockées et puis les paiements arrivent beaucoup plus tardivement. En fait, vous voyez que donc sur ce petit schéma, mais vraiment une petite description. Donc sur la partie rose, en général, les déclarations sont payées le jour de leur enregistrement en douane et ça n'a pas véritablement changé, que ce soit en septembre 2019, enfin, sur la période qui précédait. Même sur l'année qui précédait, ces pourcentages de dédouanement n'ont pas changé. Donc, c'est allé aussi rapidement que d'habitude, d'une certaine manière. On voit bien là qu'il n'y a pas de… on s'intéresse, nous, on a des objectifs de recettes qui sont mensuels, donc on s'intéresse aussi aux déclarations qui sont payées dans le mois de leur enregistrement pour vérifier qu'il n'y a pas trop de dérives. Et bien là, on est toujours sur les mêmes chiffres qui correspondent en gros aux déclarations qui sont enregistrées dans les 2-3 derniers jours du mois. Sur l'estimation sur les recettes, alors c'est là que c'est le plus compliqué en fait, parce qu'il y a un papier du FMI qui est sorti récemment qui est très intéressant. Ils ont utilisé du machine learning pour évaluer les exportations chinoises durant la crise. C'est qu'en fait, il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'en tant que douane ou en tant qu'institution, on raisonne à l'échelle peut-être, Madame la conseillère l'a dit, du mois, souvent, voilà, du mois ou de l'avancée dans l'année. Voilà. Et ça ne correspond pas à la crise elle-même. Ça correspond à la temporalité de la crise. Alors là, on voit par exemple que si on fait le total, on a eu les données dernièrement jusqu'au 5 juin, si on fait le total jusqu'au 5 juin, bon, finalement, on est à peu près au niveau, en termes de recettes douanières, de ce qu'il y avait l'année dernière. Alors évidemment, il n'y a pas une croissance très importante, mais il n'y a pas non plus un effondrement des recettes tel que ça pouvait être dit. Voilà. Ça, c'est au niveau mensuel. Et alors, on a mis au point une petite technique, en quelque sorte, pour comparer et puis pour voir cette crise, en fait, pour la faire apparaître, c'est-à-dire pour essayer de la suivre. Et donc, ce n'est plus le niveau mensuel qui nous intéresse, mais c'est plutôt le niveau journalier, justement. Et ce qui nous a intéressé, c'était de suivre le niveau journalier des recettes et le niveau journalier des volumes d'importation au Niger, en prenant comme base 100, que vous voyez sur le graphique, eh bien, la moyenne des années 2019 et 2018. Et donc, on voit une forte croissance jusqu'aux restrictions Covid, jusqu'à la mi-mars, après une période où, effectivement, on a une période de stagnation, on retombe au niveau des années précédentes, et puis on voit, comme l'a décrit le directeur, eh bien, cette chute, effectivement, d'une vingtaine de pourcents à peu près, lors du Ramadan et consécutivement à cette crise. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On voit cette crise apparaître, ce qui n'apparaît pas en données mensuelles. Donc ça nous permet d'avoir un suivi un peu plus fiable et un peu plus direct. Et on voit bien effectivement qu'il y a un rebond a priori sur les importations et sur les volumes et sur les recettes elles-mêmes, puisqu'on revient à peu près au niveau des années précédentes. Voilà. Alors,
Ça, en revanche, c'était aussi pour mettre en comparaison les différents impacts. Monsieur le directeur parlait donc des importations de céréales. Effectivement, vous voyez que les importations de céréales ont beaucoup baissé au Niger, mais cette baisse, elle est essentiellement liée à la fermeture de la frontière avec le Nigeria. C'est ça qui a eu un impact, très très important. Voilà. On s'est demandé également si c'était plus facile finalement de faire du commerce quand on était avec les pays voisins plutôt qu'avec l'Asie ou plutôt qu'avec les pays qui étaient très éloignés. Donc ça, on a suivi également pour savoir si les chaînes logistiques étaient en train de changer, si la crise avait un impact là-dessus. Et puis finalement, on s'aperçoit, vous voyez que la courbe en marron, qui est la courbe du volume des échanges avec les pays d'Afrique subsaharienne voisins du Niger, à part le Nigeria, bien sûr, eh bien, ça se maintient. C'est-à-dire par rapport à la crise, bon, on peut peut-être éventuellement deviner quelque chose, mais a priori, on a la même. On a des importations qui se maintiennent avec les pays voisins, alors qu'effectivement, en Asie, c'est en train de chuter. On a vu également une chute très importante avec certains voisins d'Afrique du Nord, où là, effectivement, là, la fermeture des frontières terrestres a été beaucoup plus drastique et la chute a été très importante, notamment en termes de farine ou de produits alimentaires. Voilà. La leçon là-dessus, en fait, c'est un petit peu que finalement, en cas de crise, le commerce régional reste probablement un facteur de résilience assez important puisqu'il est moins affecté que les autres, bien entendu. Le commerce lointain de longue distance avec l'Asie n'est pas si affecté que ça non plus. C'est-à-dire que là, il est en train de chuter. On va vérifier avec les données précédentes, mais ce n'est pas non plus, aussi important qu'avec tout simplement l'Afrique du Nord, où les frontières ont été fermées de manière parfois un peu plus drastique. Voilà. Je termine par ce slide, je crois, où on parlait des impacts, on parlait des acteurs, et ça, c'est important. C'est important de savoir, en quelque sorte, qui aider, qui est en difficulté pendant la crise. Donc là, on a appliqué un petit algorithme de classification pour essayer de distinguer un tout petit peu des classes et des catégories d'importateurs, et puis voir comment ces importateurs réagissaient à la crise. Voilà. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les importateurs relativement moyens survivent les petits importateurs, donc c'est la courbe en bleu clair qui représente 1200 importateurs et qui produisent plus de la moitié des recettes. Eh bien, ces gens, alors il y a un effet effectivement de nombre aussi probablement, mais ces petits importateurs sont finalement probablement moins affectés par la crise que de gros importateurs ou que des importateurs de taille moyenne qui sont les deux autres courbes. On voit que les petits, mais alors très petits importateurs, eh bien, ont peut-être une faculté de résilience un peu plus importante, alors que les importateurs moyens sont ceux qui souffrent le plus de la crise probablement. On voit même du pointillé, c'est-à-dire qu'en fait, sur cette courbe marron, on voit des importateurs de taille moyenne particulièrement souffrir de la crise. On s'était aperçu de ça aussi dans d'autres contextes, notamment dans le contexte de crise sécuritaire, où effectivement, ceux qui sont les plus petits arrivent à passer les frontières et arrivent à continuer leur commerce, surtout s'ils sont diversifiés. Les plus gros aussi, parce qu'ils ont des surfaces financières importantes. En revanche, les catégories moyennes d'importateurs, eh bien, ce sont ceux qui sont le plus dans les difficultés. Voilà. J'ai terminé. Je laisse terminer Monsieur le directeur. Oui, Thomas, merci Marie. Parce qu'Anne-Marie, on n'a pas débordé dans le temps. J'espère un peu si, mais ouais, donc on va très rapidement. On va vous laisser quelques minutes pour conclure. Voilà, juste quelques minutes. Ce qu'il faut dire. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que l'événement a fait l'impact, et Thomas l'a dit. Ce qu'il faut dire globalement dans cette question, c'est que les opérateurs moyens ou petits ont été plus résilients. C'est un fait important parce que l'effet Covid et l'effet des autres, c'était difficile. On n'a qu'une période très courte de 3 mois. Mais à partir du mois de mai, on commence à voir les effets un peu plus humains. Mais nous attendrons de voir jusqu'à la fin de l'année pour véritablement faire sortir l'effet Covid. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, les acteurs économiques globalement que d'ailleurs j'ai rencontrés hier, avec lesquels on a discuté, dans les perspectives de la gestion de la crise, ils voudront bien que des accompagnements.
Là, c'est la difficulté, c'est qu'Emilie tout à l'heure le disait, est-ce que la question de Covid, les pays qui soutiennent ou les structures qui soutiennent nos pays en voie de développement vont se retourner sur eux-mêmes et abandonner les pays en voie de développement comme le Niger qui a besoin de ressources. La difficulté de l'équation aujourd'hui, c'est qu'il faut plus de ressources pour financer la gestion de la crise. Et apparemment, la gestion de la crise fait qu'on a moins de recettes à mobiliser. C'est cette équation qu'il faut régler. Et je pense, tout à l'heure, la représentante du Burkina l'a dit, il faudra véritablement repenser. L'autre leçon, c'est qu'il faut dire, c'est qu'on a compris que le tissu économique de nos pays est que on n'a pas d'aspect industriel qui est véritablement manquant sur le petit commerce. C'est pourquoi il y a la résilience, en fait. C'est le petit commerce qui traverse les frontières, qui essaie de maintenir, et les grandes structures prennent un coup. Voilà, globalement, si je peux me résumer en ces termes. Donc, d'où la volonté de créer une dynamique de gestion avec les opérateurs, un besoin donc de réfléchir et de faire. En interne, c'est qu'il faut développer une analyse des risques ciblés sur les creux tarifaires, etc. Une équipe de spécialistes d'analyse qu'on va mettre en place et enfin mettre en place une plateforme d'échange régional avec la Banque mondiale et l'OMD pour la gestion de la crise. Voilà nos perspectives et nous pensons qu'avec ces éléments, nous pouvons aller vers une gestion de crise plus apaisée. Voilà, merci. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux de vos interventions qui sont particulièrement intéressantes parce que ça nous donne un autre éclairage de cette politique suite à la crise du Covid, puisque d'abord, on a une lueur d'espoir. Finalement, la crise n'a peut-être pas autant d'impact qu'on pouvait craindre, au moins pour l'instant et dans votre pays. Et puis, vous avez mis en évidence tout l'intérêt qu'on a de suivre de manière la plus fine possible l'impact de la crise pour mieux réagir et pour mieux savoir justement comment s'en sortir et comment gérer cette crise qui, pour l'instant, n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais qui peut-être s'étaler dans le temps et prendre des formes différentes. Donc, tous les outils que vous avez mis en place pour pouvoir réagir sont tout à fait intéressants. Alors, la prochaine intervention du panéliste, c'est Laurent Sabatier qui va prendre la parole et qui est, lui, expert en conduite du changement en appui au chef de la mission à la mobilisation des ressources intérieures rattachée à la primature de la République de Guinée. Et là, on va à nouveau avoir une vision un peu plus macro, j'allais dire, de la gestion de la crise. On s'éloigne un peu d'une administration particulière pour revenir au niveau plus général de la gestion de la crise. Et il sera suivi, toujours sur la République de Guinée, par une intervention d'Henri Nicolic. Mais Laurent, la parole est à toi. Merci beaucoup Anne-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Alors je préviens que j'aurai peut-être 3 minutes de plus que les 8 minutes imparties. Voilà, je l'avoue à l'avance Anne-Marie pour pas me faire gronder. Merci beaucoup. Donc je suis Laurent Sabatier, missionné depuis novembre 2019 par Expertise France en République de Guinée pour accompagner la mise en route de la MAMRI. Donc la MAMRI, c'est la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. La vocation de la MAMRI, c'est en fait d'appuyer la modernisation des administrations fiscales et des régies financières de l'État avec l'objectif de porter à moyen terme le ratio recettes internes sur PIB à 20%, alors qu'il est aujourd'hui en Guinée de 13,5%. Alors la MAMRI, en fait, c'est 2 aspects distincts, même s'ils sont en articulation. Il y a un aspect, on va dire, politique, entre guillemets. Donc, la MAMRI, c'est un cadre de gouvernance interministériel dédié sur cet enjeu de la mobilisation et de la sécurisation des ressources internes. Et donc, on a notamment un comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre, qui implique les principaux ministres concernés et qui est là pour impulser, valider, piloter au plus haut niveau la mise en œuvre des réformes nécessaires dans ce domaine. Et puis la MAMRI, d'autre part, c'est une structure technique rattachée à la primature. Alors on l'appelle l'équipe technique permanente.
c'est une structure très légère, hein, c'est une dizaine de cadres guinéens de haut niveau. Et en fait, le rôle de cette équipe technique permanente, c'est d'être un peu la cheville ouvrière de la conception et de la préparation technique des dossiers qui justement sont soumis au comité de pilotage. Et ça, voilà, c'est fait en complète synergie avec les administrations nationales et bien sûr avec les équipes internationales d'assistance technique qui sont impliquées dans la mobilisation des recettes internes. Et à ce titre, voilà, on a des échanges presque quotidiens voilà, avec mon collègue Henri Nicolic que vous écouterez ensuite. Voilà, le coordonnateur technique, le grand patron, j'allais dire, entre guillemets, de la Mamri, c'est M. Ansoumane Camara, qui est le conseiller spécial du Premier ministre pour les affaires budgétaires, économiques et financières. Alors, c'est lui qui a porté depuis la fin 2018 l'idée de Mamri et qui l'a concrétisée. Et puis, le responsable opérationnel de l'équipe est M. Mamadouba. Alors, c'est en fait en tant que structure technique rattachée à la primature que la Mamri a été, depuis la mi-mars 2020 et est encore à ce jour, l'un des contributeurs au plan de riposte du gouvernement guinéen à la crise sanitaire du Covid-19. Alors, comment a été élaboré ce plan de riposte ? En fait, dès les premiers jours de mars 2020, le Premier ministre a arrêté avec M. Camara les fondamentaux de la stratégie de riposte de la Guinée à la crise qui s'annonçait et qui était inéluctable. Le 11 mars 2020, M. Camara a demandé à l'équipe technique permanente de la Mamri de lui soumettre des premières propositions de mesures, notamment fiscales et d'adaptation des administrations fiscales. Émilie en a parlé en introduction. Et puis en parallèle, M. Camara a assuré le lien, a travaillé avec l'ensemble des ministres et des administrations concernées pour en fait intégrer dans le champ de la réflexion et de la riposte toutes les réponses qu'il fallait apporter, aussi bien sur le plan sanitaire que social, économique ou financier. Alors, le 12 mars 2020, le premier cas de Covid-19 en Guinée est confirmé. Le mardi 24 mars 2020, il y a un conseil de coordination économique et de réforme qui se tient sous la présidence du Premier ministre, alors avec le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Plan, le gouverneur de la Banque centrale aussi, et c'est au cours de cette réunion que s'effectue un premier examen des mesures envisagées. Et à l'issue de cette réunion, il est décidé que les départements concernés poursuivraient le travail pour confirmer la faisabilité des mesures imaginées et puis chiffrer leurs coûts. Et alors en parallèle, M. Camara a demandé à l'équipe technique permanente de la Mamri de faire un exercice d'opérationnalisation des mesures envisagées. Et donc l'équipe technique a produit toute une série de plans d'action de mise en œuvre des mesures sur chacune des mesures qui étaient envisagées. Voilà. Et puis alors en parallèle, ça c'est très important, la primature et les ministères financiers ont examiné les possibilités et les stratégies de financement du plan de riposte, tant au travers du budget national qu'au travers des appuis qui pouvaient être apportés par les partenaires internationaux de la Guinée. Et donc, il y a toute une série d'arbitrages successifs qui ont été pris par le gouvernement. Le jeudi 2 avril 2020, le plan de riposte était complètement détaillé et chiffré et il a été validé lors d'un nouveau conseil de coordination économique et de réforme. Le plan a été approuvé par le président de la République et les mesures ont été présentées par le Premier ministre lors d'une allocution solennelle le mardi 6 avril 2020. Alors, deuxième point, quel est le contenu et le coût de ce plan de riposte? Alors, il y a en fait trois composantes dans ce plan de riposte de la Guinée. La première composante, c'est une composante, on va dire, sanitaire, qui vise principalement à renforcer le dispositif de surveillance guinéen de l'épidémie et qui vise aussi à renforcer les infrastructures de santé de la Guinée, notamment avec la mise en place de centres et de laboratoires de santé en zone rurale. Ensuite, vous avez une deuxième composante du plan qui est une composante sociale.
Et cette composante sociale du plan de riposte, en fait, en Guinée, elle repose pour l'essentiel sur un plan d'urgence qui a été élaboré par l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, alors qui est aussi une innovation de la primature, hein, puisque c'est un établissement public qui a été créé tout récemment en 2019 et dont d'ailleurs l'organisation et la mise en route sont appuyées par Expertise France. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce plan d'urgence de l'ANIES? Toute une série d'actions au profit des populations les plus fragiles. Ce sont des actions de sensibilisation sur l'épidémie, des distributions de kits de protection sanitaire, des denrées alimentaires, et puis aussi, ça c'est important, je crois que c'est Émilie qui en parlait également dans son introduction, des transferts monétaires. En fait, ces transferts monétaires, ils constituent l'une des politiques de base de l'ANIES, et la crise sanitaire est venue en quelque sorte accélérer leur opérationnalisation et leur mise en œuvre. Bon, à côté de ce plan d'urgence de l'ANIES, on a quelques mesures sociales complémentaires et temporaires sur la période avril-juin 2020. C'est par exemple la prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour les abonnés au tarif social. Il y a aussi des mesures de contrôle de la stabilité des prix des produits de santé et de première nécessité qui sont inscrites dans ce plan. La dernière composante du plan, regroupe toutes les mesures d'appui au secteur privé pour l'aider à absorber le choc économique. Alors, je ne rentre pas du tout dans le détail, mais disons de façon très synthétique, on a des mesures d'allègement des charges fiscales, sociales et financières des entreprises. Alors, pas partout, mais pour les secteurs les plus touchés. On a aussi des mesures d'assouplissement des obligations fiscales. Alors, celle-là, ça concerne l'ensemble des entreprises. Un fonds spécifique d'appui aux toutes petites activités économiques et puis une batterie de mesures d'aide au financement de l'économie. Voilà, par exemple, un dispositif de garantie de prêts bancaires par l'État pour les PME les plus en difficulté. Alors, le coût total de ce plan de riposte, c'est 3 500 milliards de francs guinéens. Ça fait à peu près 320 millions d'euros, si je ne me suis pas trompé dans la conversion, financé par 1350 milliards de francs guinéens d'économies sur le budget national et complété par des contributions des partenaires financiers internationaux. Alors, quel bilan d'étape peut-on faire de la mise en œuvre du plan? Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, la très, très grande majorité des mesures qui étaient prévues sont entrées en application. Alors, il y en a encore quelques-unes qui sont en cours de mise en œuvre, soit parce que sur le plan technique, elles sont très complexes, soit parce qu'elles nécessitent une coordination interministérielle et des prises de textes juridiques qui sont toujours un petit peu lentes à se concrétiser. Mais dans l'ensemble, les mesures prévues sont aujourd'hui appliquées. Si je prends juste un exemple sur le plan social, l'action qui a été conduite par l'ANIES, elle a déjà permis de distribuer des kits de protection sanitaire à 130 000 ménages et les transferts monétaires que j'évoquais tout à l'heure vont intervenir soit à la fin de ce mois, soit au tout début du mois de juillet, au profit dans un premier temps de 240 000 ménages. Donc ça fait quand même plus de 8,5 millions de personnes qui sont concernées. Après, ce qu'il faut, c'est sans doute être un petit peu plus resserré sur le suivi de la mise en œuvre des mesures et surtout des résultats qu'elles produisent. Et donc, il est prévu au niveau de la primature, ça c'est dans les tout prochains jours, la mise en place, je crois aussi que vous en parliez dans votre introduction, Émilie ou Anne-Marie, en fait, d'une task force de pilotage dédiée qui va réunir les responsables des structures administratives ou des établissements publics qui sont les plus concernés. Alors, c'est la douane, le Trésor, la Banque centrale, l'ANIES, dont je parlais tout à l'heure, et puis l'Agence de promotion des investissements privés en Guinée. Alors, on aura aussi des représentants du secteur privé qui seront partie prenante de cette task force, ainsi que l'équipe technique permanente de la MAMRI. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que ces mesures de riposte qui ont été communiquées par le gouvernement le 6 avril, en fait, elles constituent une
première série de réponses à des enjeux globaux qui sont en fait posés dans la durée par la crise du Covid-19. Et donc là, je rebondis sur ce que disait Madame Céline tout à l'heure. Et donc, c'est qu'un second train de mesures est déjà en cours d'élaboration à la primature, donc avec la contribution de tous les acteurs que je mentionnais. Et cette seconde série de mesures a vocation, dès que, on va dire, le pic épidémique sera franchi, en fait, à consolider la résilience à moyen terme des populations et de l'économie guinéenne. Alors cette fois, non pas pour 3 ou 6 mois, mais plutôt sur un horizon de 18 mois. Alors en conclusion, moi je trouve que la démarche d'élaboration et de déploiement du plan de riposte Guinée présente plusieurs caractéristiques intéressantes. Le plan de riposte de la Guinée apparaît comme une réponse systémique et simultanée à la pandémie, à la fois sur le plan sanitaire, social et économique, donc tout ensemble. Deuxièmement, ce que je peux dire, c'est que quand même l'opérationnalisation, le chiffrage des coûts, même s'il y a eu quelques petits ajustements ensuite, et les modalités de financement du plan ont été vraiment travaillées avant l'annonce des mesures et non pas après. Donc le gouvernement, il n'a pas voulu faire des effets d'annonce et communiquer de grands montants extraordinaires. Il s'est plutôt attaché à s'engager sur des mesures qui soient réalisables et chiffrées. Et par ailleurs, je le rappelle, avec quand même une part de financement national tout de même significative. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que la réponse guinéenne à la crise est une réponse un peu dynamique, avec, on l'a vu, des premiers trains de mesures déjà en application, mais aussi des mesures complémentaires, peut-être plus structurelles, qui sont à venir pour les 18 prochains mois. En fait, les mesures qui ont été décidées en avril et les montants de dépenses correspondantes ont reposé sur ce qui pouvait apparaître un peu comme un pari audacieux des autorités début mars 2020, qui était que la vague épidémique, là aussi je crois que c'est Madame Céline qui en parlait tout à l'heure, elle serait dépassée au mois de juillet 2020. Mais voilà, en mars 2020, l'hypothèse pouvait être jugée comme très audacieuse. Et du coup, certains ont pu dire que les montants annoncés par le plan de riposte de la Guinée étaient un peu, allez, on va dire gentiment conservatrices ou un peu timides par rapport à ce qui a pu être communiqué dans d'autres pays de la sous-région. En tout cas, le pari à ce jour, il n'a pas été démenti. Alors c'est vrai que le virus il reste actif en Guinée, mais la situation n'a jamais été hors de contrôle et le bilan sanitaire reste, pour le moment, en tout cas, bien moins grave que ce que l'on aurait pu imaginer. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est le rôle tout à fait essentiel de la primature dans la démarche, dans la dynamique. La primature a vraiment joué un rôle central d'impulsion politique et de coordination technique sur cette affaire de plan de riposte. C'est ça qui a permis d'aller très vite et notamment, vous l'avez vu, de boucler la phase de préparation des premières mesures en moins de 3 semaines, alors qu'en Guinée, on était en pleine phase de progression de l'épidémie. Et c'est cette double valeur ajoutée, à la fois d'impulsion politique et de coordination technique interministérielle, qui va être à nouveau à l'œuvre au travers de la MAMRI dans les mois qui viennent, mais cette fois pour accélérer les réformes et les résultats sur la mobilisation et la sécurisation des recettes internes. Pour terminer, je voudrais quand même ajouter que la crise liée au Covid-19, et je crois que c'est Émilie aussi qui en parlait tout à l'heure, et la nécessité donc pour le gouvernement guinéen d'y apporter des réponses rapides et ciblées a provoqué l'apparition et puis alors ensuite la systématisation du télétravail et des réunions à distance au plus haut niveau de l'État, au niveau politique comme administratif. Et quand je parlais tout à l'heure des réunions hebdomadaires du Conseil de coordination économique et de réforme qui a été le cadre de gouvernance, on va dire, de la riposte, toutes ces réunions, en fait, elles se sont tenues depuis mars 2020 en mode visio. Et alors, ça me fait penser que les partenaires techniques et financiers s'adaptent aussi à ce nouveau contexte. Et eux aussi, ils s'organisent, ils innovent.
avec l'idée voilà, d'apporter aux bénéficiaires des réponses toujours pertinentes, mais encore plus rapides. Voilà, avec l'idée aussi que ça puisse être encore intéressant une fois que la crise sanitaire aura été dépassée. Et je pense à Expertise France qui est en train de mettre actuellement en place une plateforme d'assistance technique à distance au profit des pays francophones d'Afrique, avec des missions qui, bien sûr, sont prévues dès la reprise des vols internationaux. Et alors, cette plateforme à distance, en fait, elle reposera d'une part sur un pool d'experts de différentes thématiques, finances publiques, protection sociale, transferts sociaux, appui au secteur privé, et puis, bien sûr, sur de nouveaux outils de communication, de collaboration et de gestion à distance, avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les bailleurs, les opérateurs, les bénéficiaires. Donc voilà, tout le monde se met, on va dire, au diapason de ce nouveau contexte. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci, merci Laurent. Je crois que dans la foulée, on va donner la parole à Henri, puisqu'il intervient dans le même pays et j'imagine que vos présentations ont une partie commune, se complètent. Oui, tout à fait, Anne-Marie. Donc, merci Anne-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Henri Nicolic, je suis chef du projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale depuis septembre 2018. Je suis inspecteur principal des finances publiques à la Direction générale des finances publiques françaises, détaché auprès de l'agence Expertise France. Alors, quelques mots très rapides sur le projet PACAF. Ce projet comporte 3 composantes. Une composante fiscalité dont je suis l'expert référent, une composante douane et une composante redevabilité qui consiste en des appuis à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale d'État. Alors, déjà pour commencer, les premiers effets du Covid-19 en République de Guinée en termes de recettes fiscales. Donc, la pandémie du Covid-19 a eu des effets assez immédiats en fait en République de Guinée au cours du premier trimestre 2020. Il convient tout de même de distinguer la situation des grandes entreprises de la situation des petites et moyennes entreprises. Alors, s'agissant des grandes entreprises, ce qui caractérise la Guinée, c'est que ce secteur comporte un tissu économique important d'exportateurs de matières premières, puisque je le rappelle, la Guinée est l'un des principaux exportateurs de bauxite dans le monde et détient, je crois, un tiers des réserves mondiales. Donc, c'est un secteur économique qui est tout à fait important et stratégique. Alors, concernant ces entreprises-là en particulier, on a observé une baisse en fait des exportations dès le début de l'année 2020 et par voie de conséquence, une baisse des taxes assises sur le volume des exportations. Donc, il s'agit de la taxe minière à exportation. C'est vraiment ce qui a caractérisé la situation des grandes entreprises au cours des premiers mois de l'année 2020. Alors, globalement, sur les recettes fiscales collectées par les grandes entreprises, on observe quand même pas du tout une baisse très importante en fait, des recettes. On observe par rapport à 2019 un léger tassement, alors que c'est vrai, on était jusqu'à présent, avant cette crise, plutôt sur une progression assez dynamique des recettes. Donc, quand même un impact qui est là, quand même, indéniablement. S'agissant, je le disais tout à l'heure, des petites et moyennes entreprises, donc l'impact a été un peu plus décalé dans le temps, puisqu'on a commencé à observer une baisse sensible des recettes à partir du mois d'avril 2020. Donc ça, la baisse a été plus sensible qu'au niveau des grandes entreprises. Ceci est dû par l'impact économique de la pandémie, mais aussi, Laurent le rappelait tout à l'heure, par un ensemble de mesures d'allègement des charges fiscales qui mécaniquement s'est traduit par une baisse de collecte des recettes fiscales sur ce tissu de PME. Alors, il faut quand même ajouter que cette baisse, là, s'agissant des PME, on le disait tout à l'heure, il faut maintenir les réformes même durant la crise, au plus fort de la tempête. Cette crise a pu être amortie par des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale qui ont été menées par le projet PACAF, dans le cadre du projet PACAF, et qui ont permis quand même d'amortir le choc, puisqu'on, avec un élargissement de l'assiette fiscale, on a plus de contribuables pour payer. Alors,
les mesures fiscales du plan de riposte prises par les autorités guinéennes, donc Laurent en a un petit peu parlé tout à l'heure, je vais essayer de détailler un peu plus les mesures de nature fiscale. Donc ces mesures distinguent en fait assez nettement deux secteurs qui ont été particulièrement impactés par les effets de la crise sanitaire. On a en premier lieu le secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui a été fortement touché, puisque c'est un secteur qui s'est du jour au lendemain, au moment de la fermeture des frontières, trouvé complètement à l'arrêt. Donc les mesures qui ont été prises pour ce secteur sont des mesures fortes qui concernent le report. Donc en premier lieu, le report pour la période d'avril à juin 2020 inclus de l'ensemble des charges fiscales et sociales des entreprises de ce secteur, donc secteur du tourisme et de l'hôtellerie, y compris les contributions de sécurité sociale. Deuxième mesure, la renonciation, toujours pour la période d'avril à juin 2020, à la TVA sur les factures d'eau et d'électricité. Alors, le deuxième secteur particulièrement touché par la crise, ça, je le disais tout à l'heure, ça se traduit en termes de baisse des recettes fiscales, concerne le tissu des petites et moyennes entreprises. Donc là, le plan de riposte de la primature de la République de Guinée a visé un certain nombre de choses. On a l'exonération des droits de taxe sur les équipements de santé et produits assimilés entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le report du paiement des impôts, taxes et versements assimilés à l'État. Et je crois qu'Anne-Marie ou Émilie en parlait tout à l'heure, la réduction des délais de remboursement du crédit de TVA, réduction à 2 semaines. Donc ça, c'est une mesure qu'on rencontre dans beaucoup de pays. Troisième mesure, c'est la mise en place d'un fonds spécifique pour les groupements d'intérêt économique du secteur informel pour les aider à mieux absorber le choc économique. Et c'est très important d'accompagner leur formalisation. Ça, j'y reviendrai après. Donc, une loi de finances rectificative doit consacrer les ajustements budgétaires et fiscaux requis par certaines des mesures précitées, parce qu'évidemment, s'agissant des mesures d'exonération, de report de charges, forcément une loi doit venir entériner tout ça. Alors, s'agissant plus particulièrement des accompagnements spécifiques proposés par le PACAF, donc évidemment, du fait de la pandémie de Covid-19, le projet PACAF a décidé de réorienter une partie de ses activités sur des activités spécifiques afin d'accompagner la mise en œuvre fiscale, la mise en œuvre du volet fiscal du plan de riposte. Et puis l'un des objectifs aussi de cette réorientation a été je le disais tout à l'heure, de préserver les acquis du projet en termes d'élargissement de l'assiette fiscale, notamment des petites et moyennes entreprises. Alors, Laurent en parlait un petit peu tout à l'heure, on a dû réaliser ces appuis à distance avec un retour progressif à la normale, on l'espère dès la fin du mois de juin, et puis la généralisation des réunions en visioconférence qui ont quand même permis d'avancer sur ces mesures, même si on reste quand même dans un mode dégradé pour avancer, pour faire avancer ces mesures. Alors, donc, ces accompagnements spécifiques, quels sont-ils? Donc, il s'agit en premier lieu d'accompagner la mesure de réduction à 2 semaines du délai de remboursement des crédits de TVA. Donc, jusqu'à présent, il faut souligner que la DNI s'était engagée sur un délai, donc avant le plan de riposte s'était engagé sur un délai de traitement d'une durée de 30 jours. Donc, on passe de 30 jours à 2 semaines, donc une réduction de moitié. Cela nécessitait de revoir un petit peu de revoir le processus en fait de traitement des remboursements de crédit de TVA en matière s'agissant du volet de la phase administrative. Donc là, l'idée, ça a été en fait de traiter rapidement les dossiers pour lesquels le risque de fraude est le plus faible et de ne s'appesantir en fait que sur les dossiers dont l'analyse risque peut mettre en évidence des risques de fraude plus importants. Sachant que, évidemment, dans tous les cas, les dossiers, une fois traités, peuvent être susceptibles de faire l'objet d'un contrôle a posteriori à travers une vérification ciblée sur la TVA. Alors, globalement, au bout de quelques semaines
d'expérience, donc le résultat est plutôt positif, hein, puisqu'on est aujourd'hui à un délai de traitement s'agissant de la phase administrative pardon, d'une durée d'une semaine, donc ce qui laisse une semaine à la phase budgétaire et comptable en fait, concernant le paiement, puisque évidemment la DNI n'intervient que sur la phase administrative, se content d'émettre un avis, le paiement étant ensuite effectué par la Pairie générale du Trésor. Alors, le deuxième appui spécifique dans le contexte de pandémie et des mesures de riposte prises a été le suivi des obligations déclaratives et de paiement des entreprises, et en particulier des petites et moyennes entreprises. Donc, je le disais tout à l'heure, des mesures de report de charges fiscales ont été prises. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est une mauvaise connaissance, une mauvaise compréhension parfois de ces PME sur la nature de ces mesures. Et certaines entreprises, non seulement se sont abstenues de payer, mais aussi de déclarer. Donc voilà. Donc ça peut induire des effets vraiment très négatifs en termes de suivi des entreprises. Donc là, l'accompagnement du PACAF a consisté à mettre en place une organisation permettant de garantir le respect des obligations déclaratives et de suivre le recouvrement des sommes dues une fois le délai de 3 mois écoulé. Alors, s'agissant de la communication, pour que les entreprises comprennent vraiment qu'il s'agit de report de paiement et non pas de report de déclaration, il y a eu 2 volets de communication qui ont été mis en place. D'abord, une communication plus institutionnelle. Donc, la Direction nationale des impôts a écrit un certain nombre d'organisations professionnelles pour leur rappeler la nature exacte des mesures prises, et rappelant à ces organisations, demandant à ces adhérents donc de continuer à déposer leurs déclarations, sachant que le report ne concerne que l'obligation de paiement. Ces courriers ont également permis aussi aux organisations professionnelles de prendre connaissance de manière précise de l'ensemble des mesures dont peuvent disposer les entreprises. Alors, le deuxième volet de communication a été une campagne de relance téléphonique en fait, qui a été mise en place par les agents du service moyenne entreprise de la Direction nationale des impôts, qui a permis de vraiment sensibiliser les entreprises, de les relancer en cas d'absence de déclaration, pour éviter de se retrouver en fait début juillet avec un certain nombre de défaillants, et puis, je le disais tout à l'heure, de remettre en cause les progrès enregistrés en matière d'élargissement de l'assiette fiscale. Alors, ces relances téléphoniques ont concerné des incitations à continuer à déclarer, mais également des incitations à continuer à payer dans la mesure du possible, puisqu'il ne s'agit que d'un report de paiement sur les mois d'avril, mai, juin. Au mois de juillet, il faudra bien que les impôts soient payés, même si évidemment des plans d'étalement pourront être accordés. Alors, le troisième et dernier volet concerne d'appui du PACAF aux mesures de riposte, concerne la formalisation des entreprises bénéficiant d'un fonds spécifique d'aide aux PME que j'ai évoqué ci-dessous. Alors, l'idée est de conditionner l'aide du fonds qui a été constituée à une formalisation des entreprises lorsqu'elles relèvent du secteur informel. Cela nécessite que les entreprises donc soient immatriculées auprès de l'Agence pour les investissements privés, l'APIP, géolocalisées, hein, puisque en République de Guinée, les entreprises qui disposent d'un IFP doivent être géolocalisées, et prises en charge par les services de la Direction nationale des impôts. Alors, sur ce point particulier, les conditions d'éligibilité au fonds des entreprises reste à définir. La question se pose encore de savoir s'il faut limiter les aides aux entreprises du secteur informel ou les étendre également au secteur formel. Il en est de même du montant qui serait accordé à chaque entreprise qui doit être précisé. Alors, le but de cette stratégie est donc de continuer à élargir l'assiette fiscale tout en soutenant les PME dans un contexte de pandémie du Covid-19. Alors, j'ajoute que malgré les conditions de pandémie actuelles, Anne-Marie le disait tout à l'heure, il est important de poursuivre les
la mise en place des réformes. C'est le cas à la Direction nationale des impôts en Guinée, puisque nous mettons en place actuellement une plateforme de télédéclaration et de télépaiement qui sera opérationnelle dans quelques semaines. On voit tout l'intérêt aujourd'hui de cette mesure. Et nous continuons à développer la plateforme des numéros d'identification fiscale permanents et la géolocalisation. Voilà ce que je pouvais dire assez rapidement. Merci à toutes et à tous. Les panélistes ont présenté leur point de vue. Maintenant, on a été un petit peu submergé de questions et on n'a plus beaucoup de temps pour y répondre. Donc, il a fallu faire une sélection parmi toutes les questions qui ont été posées. Alors, la première, il y en a une qui est posée directement à Laurent. Je ne vois plus, mais il écoute Laurent, qui est une question qui porte sur le suivi de l'impact de la crise. Est-ce qu'il y a de prévu en Guinée un mécanisme de suivi des effets de la crise du Covid en vue d'une actualisation au fur et à mesure du plan de riposte qui a été mis en place au niveau de la primature? Oui, absolument. Donc, il y aura deux choses. Premièrement, il y a cette task force de suivi et de pilotage que j'évoquais tout à l'heure, task force interministérielle. Alors, non pas avec les ministres, mais j'irai avec les responsables des principales administrations ou organismes publics impliqués. Donc, c'est cette instance qui sera mise en place dans les prochains jours et qui aura pour rôle de suivre la mise en œuvre des mesures et des résultats qu'elles auront produites. Ça, c'est un point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement un outil de suivi et d'évaluation qui est en cours de développement et qui permettra de faire remonter et d'analyser l'ensemble des données remontées par les ministères, les administrations, les organismes sur la mise en œuvre du plan de riposte. Merci Laurent. Alors, la deuxième question, en fait, il y a eu plusieurs questions posées sur le rôle du secteur informel. Alors, peut-être une question qui s'adresse davantage aux deux experts qui sont intervenus sur la douane du Niger, puisque une question a été posée sur le rôle du secteur informel dans cette apparente résilience face à la crise au Niger. Et puis, il y a eu une autre question sur le secteur informel qui est la suivante. Est-ce que le dynamisme du secteur informel peut être un facteur déterminant pour booster les économies des pays africains après la Covid-19? Donc, je ne sais pas si on va peut-être demander à la douane nigérienne de répondre à la première question et puis peut-être si quelqu'un veut compléter pour répondre à la deuxième partie qui est plus générale. Merci Anne-Marie. Effectivement, quand nous analysons la dynamique économique de nos pays, on a tendance à comprendre que c'est ça, malheureusement, le contraste en matière de crise. Et généralement, le secteur informel, c'est un secteur qui est doublement impacté. Premièrement, parce que le secteur informel échappe, parce que là le fait qu'il échappe au contrôle de services étatiques permet qu'il a on va dire un gain de plus. Tandis que les autres secteurs sont formalisés, payent les impôts, etc., taxes, etc. Donc, ces gains-là, peut-être à court terme, peuvent le servir. Mais à long terme, ce qu'il faut dire, le secteur informel vit des importations du commerce général. Et quand on regarde dans sa globalité, le commerce est au Niger particulièrement, les secteurs les plus touchés, ce sont les secteurs du transport, du tourisme, de l'hôtellerie, du commerce général et de télécommunications. Donc, le secteur informel à court terme, oui, par exemple avec le confinement, quand on a remarqué qu'avec le confinement qui a été décrété, avec les mesures fortes qui ont été prises, le secteur informel a peiné au départ. Mais elle s'est ressaisie à la fin
parce que le petit commerce, etc., vous avez vu que dans la présentation qu'on a faite, le petit commerce est plus ou moins stable. Les petits commerçants étaient plus ou moins stables. Donc, ce qui fait que le secteur informel a pu, à court terme, se maintenir face à, on va dire, plus ou moins résiliente face à la crise. De là à dire qu'à long terme, il est clair que si la crise, qu'on commence à voir les effets à partir du mois de mai et plus, si elle est mal maîtrisée, il est clair que le secteur informel va prendre un coup. Et ce coup, donc en somme, on peut dire à court terme, oui, le secteur informel reste résilient, mais à long terme, c'est clair qu'elle va prendre un coup. Tout simplement parce que elle échappe à la fiscalité. Voilà un peu, sauf si Thomas pourrait augmenter quelque chose, une réponse à cette question. Merci. Merci. Et est-ce que vous pensez que le fait, pour répondre à la deuxième question, est-ce que le fait qu'il profite un peu à court terme, il est moins touché à court terme par la crise, est-ce qu'il peut représenter j'allais dire, un pilier pour, par la suite, faire redémarrer les économies des pays africains? Oui et non à la fois. Meilleure survie. Oui et non à la fois. Est-ce que la question aurait dû être, est-ce que le secteur formel peut survivre à la crise? C'est comme ça qu'il faut la voir. Si on regarde le flux entre commercial du Niger avec les pays environnants et les pays de l'Asie et d'Europe, nous constatons que le commerce au niveau régional est plus ou moins stable. Plus ou moins stable. Donc, ce qui fait que, or, le plus souvent, le secteur informel tire sa source de ce commerce, de ce trafic-là, généralement des pays frontaliers. Et on a remarqué que, sauf le pays du Maghreb, où le flux était véritablement drastique à la baisse, on a remarqué que globalement, le commerce intra-régional, on va dire, le pays limitrophe du Niger, est plus ou moins stable face à la crise. Donc, de là, peut-être que c'est très hâtif de le dire. Est-ce que le secteur informel va être le levier de la relance de l'économie? Oui, aussi, parce qu'il prend moins de coûts que le secteur formel. Donc, ça veut dire que ça peut être une source si dans la relance du dynamisme économique qu'ils vont faire de projections et de développement qu'il faut penser, il faut voir comment le soutien à ce secteur pour le rendre formel. C'est ça la difficulté. On veut rendre le secteur informel formel et on trouve qu'en face à la crise, le secteur informel est plus résilient. Donc, vous voyez, est-ce qu'il faut-il tout le rendre, tout le secteur formel? C'est aussi la difficulté. Et je pense que sous le contrôle des experts Henri et Laura, peut-être qu'on a l'impression que le moins d'impact en Afrique de la COVID, probablement, l'étude ne le montre pas, mais probablement est dû au développement du secteur informel qui est le plus développé. Et on sent le coup beaucoup plus en Europe ou ailleurs qu'en Afrique. Il est vrai que les pays ne disposant pas de tissus industriels, l'impact va être à long terme, va se sentir, mais je pense que pour le moment, on peut dire que, sans risque de se tromper, que le secteur informel, elle est plus résiliente. Voilà. Merci de cette réponse, Monsieur le Directeur. Nous avons reçu aussi une question qui s'adresse à Madame Yanoba. Donc, si Céline veut bien répondre à une question qui lui est posée concernant le foncier. Elle a souligné que dans son intervention, elle a souligné que parmi les réformes à accélérer, la réforme du foncier était intéressante parce qu'elle représentait un potentiel fiscal au Burkina. Mais la personne qui a posé cette question voudrait savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à sélectionner le foncier parmi les réformes à accélérer dans votre plan. Okay, merci, Anne-Marie. Voilà, donc je disais que le foncier au Burkina Faso reste un potentiel. Voilà, il y a eu des réformes dans le secteur. Il
Il y a des taxes qui ont été instituées. On le sait, la taxe foncière, la taxe de jouissance, la taxe de résidence. Mais c'est des impôts, j'allais dire, le système d'administration fait que l'assiette fiscale n'est pas bien maîtrisée. Les détenteurs de patrimoine foncier ne sont pas bien identifiés, bien connus. Donc, en fait, c'est un problème de maîtrise de la matière imposable qui fait que ben, le rendement des impôts fonciers est très en dessous, voilà, du potentiel, voilà, qui existe. Voilà, donc en fait, les réformes qui sont en cours visent surtout à nous doter d'outils modernes et permettent vraiment d'identifier les propriétaires des biens fonciers. Voilà, notamment en bonne place, ben, il y a la mise en place du cadastre foncier, voilà, qui est une question préoccupante que nous avons commencé depuis 2-3 ans et puis que nous sommes en train de poursuivre, voilà, mettre en place un bon cadastre fiscal et nous donner les moyens d'identifier les propriétaires réels et d'évaluer comme il se doit, voilà, les biens immobiliers et puis d'asseoir l'impôt. Voilà. Donc, c'est en ce sens que je dis que chez nous, voilà, l'impôt foncier, vraiment le rendement, il est en dessous du potentiel. Voilà. Merci, Anne-Marie. Merci, merci Céline. Il y a eu peut-être si quelqu'un veut répondre très brièvement, alors qu'on pourrait discuter pendant très longtemps sur cette question, mais peut-être donner son point de vue. Il y a eu une question qui a été posée, qui est très large, qui est un État qui n'a pas pris les mesures d'accompagnement ou suffisamment de mesures d'accompagnement aux populations pauvres pendant la crise sanitaire, pourra-t-il arriver à réussir sa politique de mobilisation des recettes après le Covid ? Donc, si quelqu'un veut apporter un élément de réponse, ça nous permettra d'avoir une conclusion à ce webinaire. Oui, je vais réagir. Monsieur le directeur, oui. Oui, merci. Un État qui n'a pas pris de mesures sur ces populations pour l'abri, est-ce que après la période post-crise va être... Non, je pense que le devoir des États, de nos États, vu la fragilité de nos économies, de prendre des mesures. Il est très clair. Il est inconcevable que, vu ce qui s'est passé un peu en Asie, en Europe, en Chine et en Europe, et que les États africains ont été, on va dire, le troisième palier de contamination de la COVID, et les mesures qui ont été prises, sanitaires qui ont été prises ailleurs, ont été pour gérer la crise du point de vue sanitaire et du point de vue économique, nous montrent qu'il est inévitable que des États responsables puissent prendre des mesures afin de sécuriser les populations. Ça, c'est inévitable. Deuxièmement, ne pas prendre des mesures était risqué. L'État qui c'est vrai, on a vu un peu des États comme Burundi qui ont même complètement dit qu'il n'y a pas de Covid, c'est des histoires. Et on a vu. Mais peut-être que du point de vue impact, quand Covid, la pandémie est dans un pays et qu'il n'y a pas de mesures, ça ne peut être que catastrophique. Et en ce sens que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas de mesures pour pallier sur son double effet sanitaire et sur des mesures économiques. Effectivement, les mesures économiques ont été drastiques. C'est clair, il faut le dire. C'est des mesures qui ont un impact économique assez fort sur des pays déjà fragiles. C'est cet aspect qui fait que, mais à mon sens, les économies étant déjà fragiles, si nous n'avions pas pris ces mesures, je me dirais que les conséquences seraient plus difficiles à gérer que sans prendre ces mesures. Voilà ce que j'ai pu dire sur cette question. Merci. Merci, monsieur le directeur. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose et si personne n'a rien à rajouter, on terminera ce webinaire où il n'y a plus d'intervention. Donc, il me reste au nom de l'AFERDI, au nom de la plateforme pour la mobilisation des ressources internes publiques, de vous remercier tous d'être intervenus en tant qu'experts dans ce débat et de remercier aussi ceux qui ont bien voulu nous suivre. Voilà. Merci beaucoup et ce webinaire est terminé.